Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Bonjour, bonsoir. Ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Mais ce podcast, c'est quoi? C'est qui? C'est De Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de quoi? De tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, le 20 février 2024, nous avons avec nous Raphaël et Michael. Bonsoir. Bonsoir, Michael. Ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Ça fait depuis l'épisode 4 de cette nouvelle saison que les auditeurs t'ont pas vu. Étant donné que c'est l'épisode 13, ça a fait un petit moment pour eux. Eh ouais, Donc mais grave. c'est chouette que tu sois de retour. En plus, tu es avec toi dans ta besace, l'une de tes nombreuses recommandations. Mais je n'en dis pas plus. Je ne veux pas divulgacher la suite des événements. Avec nous, comme j'ai dit, on a aussi l'ami Raphaël qui est parmi nous. Raph. Hola, amigo. Hola, hola, ¿qué tal, comme diraient les gens. Du coup, Raph, tu veux pas nous parler d'Espagne, par contre, tu veux nous parler d'espace, je crois. Donc, je vais te laisser la parole, comme ça, moi, ça me permettra de réfléchir à mon avenir en attendant. Finement bien joué. Eh bien écoutez, si Marc décide de réfléchir à son avenir, c'est bel et bien par une série qui commence par Star, mais qui ne finit pas par ce que vous pensez que je vais parler, puisque je vais vous parler d'une série de la fin des années 90 qui s'appelle Stargate. Wow. Et surtout aussi de Stargate SG-1. Oh. Alors, déjà la première chose, c'est que c'est une série qui donc du coup relate plutôt de science-fiction, plutôt bien même, et qui est basée sur un rachat de droits de la part de studio de la MGM auprès d'un film, un film qui lui datait de 3 ans plus tôt, à savoir 1994, et qui s'appelait Stargate, La Porte des Étoiles, film que vous connaissez tous, de ce cher réalisateur, si cher au cœur de Marc, j'ai nommé Roland Emmerich. Ouais, je suis un grand fan de Roland Emmerich depuis toujours. J'adore tous ses films, surtout 10 000, un chef-d'œuvre du 7e art. Formidable. C'est du sarcasme. Et du coup, C'est du sarcasme, hein, c'est pas T'as eu un doute l'espace d'un instant. Cet échange 10 000, cet échange entier était un sarcasme. Toujours est-il que Roland Emmerich a réussi à créer un univers qui sera la base de plusieurs personnes qui étaient mes héros quand j'étais plus jeune, puisque du coup, comme on l'a dit, la Stargate SG-1, la série a duré 10 saisons, autrement dit 10 ans, du 27 juillet 97 au 13 mars 2007. Alors, ce ne sera pas la seule série qui sera faite sur cet imaginaire, ce monde particulier qui est Stargate, puisque ensuite vous aurez la série Stargate Atlantis qui date de 2004, qui aura 5 saisons, et quand elle se terminera, une dernière série, celle de Stargate Universe, prendra place en 2009 jusqu'en 2011. À noter quand même 2 choses importantes aussi, c'est qu'il y a 2 séries qui sont peu connues par les personnes, à savoir qu'il y a eu un début de série animée, à peu près quand on a milieu de Stargate SG-1 en 2002, Ah ouais, on a réalisé une petite série animée qui s'appelle Stargate Infinity. Si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, vous verrez très rapidement, si vous tapez Google Stargate Infinity, vous tomberez sur une série Stargate en dessin animé. Et c'est absolument pas avec les personnages de la saison de la série que je vais vous détailler, mais une réinterprétation avec différentes espèces, etc. Et enfin, une petite web série que j'avais plutôt bien aimée, qui était sortie en 2018, donc il y a 6 ans, qui s'appelle Stargate Origins, et qui retrace le début de Stargate, comme son nom l'indique. Mais petite série des épisodes de une vingtaine de minutes, je crois, de souvenirs sur chaque épisode. Je ne me rappelle plus beaucoup de comptes, mais je crois qu'il en avait 5 ou 6, pas plus. Alors, nous, on va revenir sur Stargate SG-1, la première série. Alors, c'est une série qui a été après rachetée par les droits de la MGM, confiée à des créateurs qui s'appellent Jonathan Glassner et Brad Wright, donc 2 de mes grands héros qui vont rester pour un certain temps à la production. Brad Wright va y rester de la saison 1 jusqu'à la saison 10. Puis Jonathan Glassner va très rapidement partir. Lui, il va faire les 3 premières saisons. Et puis ensuite, de manière plus récurrente, on aura Robert C. Cooper, Joseph Malozzi, Paul Molly et Andy Mikita, voilà, je cherchais le nom, qui sont aussi des scénaristes de différents épisodes. À noter que les acteurs aussi ont réalisé aussi des épisodes, ce qui je trouve tout à fait intéressant pour une série et pour le développement des personnages. Alors, le format de ces épisodes est simple, il y a une vingtaine d'épisodes, même 22
par saison à raison de 42 minutes, puisqu'auparavant c'était le format télévisuel. Donc on en passait 2 ou 3 pour une soirée. Et il faisait partie en France de la mythique série du samedi qu'on appelait la trilogie. Et oui, du la samedi. trilogie du samedi, c'est vrai. Oui, Voilà, bon qui de était assez souvenirs. célèbre, notamment la musique. Voilà. D'ailleurs, musique au passage de Stargate SG1 par un fabuleux compositeur aussi que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Joel Goldsmith. Il n'a pas finalement beaucoup de films ou de séries à son actif qui sont très connus. Et j'ai trouvé son travail sur Stargate fabuleux. Alors, l'histoire se base très simplement sur le film Stargate. On reprend à la fin où les gentils ont gagné, ils ont réussi à exploser la tête du Goa'uld Ra en lui balançant une bombe atomique, selon le film. pitch de Roland Emmerich. Tout à fait, en disant bonjour à Toutankhamon du con, rappelons-le, cette ligne de dialogue extraordinaire. Tout à fait, mythique. Et j'ai presque envie de mater le film du coup. Juste pour écouter ça quoi. Et sachez simplement que tous les acteurs vont être recastés, sauf deux qui vont être deux Abydosiens, deux extraterrestres humains en fait, qui habitent la planète Abydos, à savoir l'acteur qui joue le rôle de Skara et celui qui joue le rôle du père de Charlie, donc de Kassouf. Voilà, Kassouf, merci, j'avais perdu son nom. T'inquiète pas, le Wikipédia m'a beaucoup aidé à la retrouver. Et le premier épisode vient du fait que les Goa'uld, les principaux méchants de Stargate SG1, reviennent sur Terre et ils vont enlever une femme parce qu'ils recherchent des porteurs pour leur symbiote, parce qu'un Goa'uld n'est autre qu'un alien, un parasite qui rentre dans le corps des humains et qui va prendre son contrôle. Attends, mais juste 2 secondes, du coup, parce que j'ai des vagues souvenirs du film. Dans le film, c'est pas expliqué que c'est des symbiotes, alors les Goa'uld. Non, en fait, il y a très peu de choses qui sont. On sait juste que quand ils sont, qu'un Goa'uld normalement doit avoir les yeux qui s'illuminent. C'est quelque chose qui va être repris, notamment dans la série. Ouais. Mais le concept même, je crois, du serpent en tant que parasite sera quelque chose qui sera propre à la série. Dans la série. Ouais, donc c'est vraiment juste un délire d'égyptiens aliens, quoi, le film. Et justement, alors au départ, c'est plutôt effectivement tourné sur la mythologie égyptienne. Mais comme on l'a dit, vu que c'est une série qui est basée sur 10 saisons, c'est beaucoup. Il y a plus qu'une seule mythologie. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y a de mythologies évoquées dans Stargate ? Attends. Moi, je vais essayer alors que j'ai pas vu la série. Je vais te dire, égyptien, chrétien, alors arthurien si tu préfères. Arthurien si tu préfères. Je la mets de côté. Tu la mets de côté ? Ok, ça marche. Du coup, alors on va dire viking, donc scandinave. Oui. Je suis sûr que du coup, il y a les grecs au moins. Oui, est-ce qu'on mettrait les romains en même temps ? Peut-être. Je sais pas. J'aurais envie de. Ils sont les Romains ? Non, je pense qu'ils ont dû faire un melting pot de grecs et romains, tu vois. Genre les deux dans un même sac. Oui, tu as raison. J'aurais envie de dire. J'aurais envie de rajouter des Celtes, mais je suis pas sûr, et des Aztéco-Mayas. Tout à fait. Tu en as 5. Bravo, c'est déjà pas mal. Il y a des Chinois aussi ? C'est déjà pas mal, effectivement. Il y a de souvenirs les Celtiques, tu sais, par rapport à. Genre Lug, tout ça. Qui s'appelle Morrigan, de souvenirs. Ok. Et sinon, il t'en manque, si principalement que j'avais relevé, il te manque du coup la mythologie du coup phénicienne. Wow. Ah oui, genre Baal, bien sûr. Oui, tout à fait. La mythologie Yoruba. Yoruba ? Oui, qui est le Yoruba, c'est une ethnie africaine, dans le personnage du grand maître Olokun, qui est un black grand maître. Civilisation mésopotamienne aussi, puisque à un moment on parle de Marduk. Slave aussi. Mythologie slave, puisque du coup tu as Svarog. La mythologie babylonienne. En fait, il y a tout le monde. La mythologie chinoise. Ah, j'avais dit chinois. Un des grands maîtres préférés qui est Yu. Yu, tu dis ? Ouais. C'est YU. Juste Yu, ok. Et en fait, voilà, c'est et dont on se souviendra de l'échange avec O'Neill à un moment où il dit Youpi. On va dire qu'il est putain. Et j'ajoute aussi, elle y est pas, mais il y a hindou dedans. Donc c'est énormément de mythologie et autrement dire de plot, de scénarios possibles. Ouais. Alors ces scénarios, ils vont être influés par 5 personnages principaux. Vous les connaissez peut-être, à savoir le personnage qui, lui, est issu d'abord du film,
celui de Jack O'Neill, Richard Anderson. Ouais. Richard Dean Anderson, que vous connaissez surtout, je pense, pour son rôle de MacGyver. Disons que ça ne sera plus la tête brûlée comme on a le militaire. Il est caustique un peu en fait. Mais c'est un mélange. Les scénaristes de la série disent qu'en fait, il a été policé pour faire un mélange entre Indiana Jones et le personnage d'Harrison Ford, avec justement un peu à la Star Wars, un peu ce côté. Ah oui, Han Solo un peu. Ce côté nonchalant et avec l'humour de Richard Dean Anderson. Daniel Jackson aussi, qui sera du coup joué par Michael Shanks, qui lui retrouvera son rôle de civil scientifique, mais ça sera pas le même acteur que dans le film. Et des nouveaux personnages vont apparaître dans la série qui n'étaient pas dans le film, à savoir le capitaine Samantha Carter, qui est donc joué par Amanda Tapping, Teal'c aussi, qui du coup est un Jaffa rebelle joué par Christopher Judge, qui pour les plus jeunes générations, je pense, le connaissent davantage pour son travail lié aux jeux vidéo. Comment il s'appelle ce jeu vidéo? Bute tous les dieux. C'est. Oui, Kratos. Kratos, ouais. Kratos. Mais Ouais, c'est. voilà. Oh God putain. of War, God of War. God of War. je crois. God of War, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'était les 4 personnages principaux. Alors après, il y en aura des personnages secondaires qui sont récurrents, à savoir Corinne Nemec qui joue le rôle de Jonas Quinn, qui remplacera pendant un temps Michael Shanks lorsque Daniel Jackson disparaîtra de la série. Ok. Terrell Rothery qui va jouer le docteur Janet Frazier pour SG1, et le général Donce Davis, général George Hammond du Texas, Ah oui. qui est joué Le par général. le regretté Donce Davis. Et j'ai Voilà. une question, si je puis me permettre. Pourquoi est-ce que les acteurs du film ne sont pas revenus dans la série? Est-ce que c'était une volonté de la part des showrunners de pas reprendre les mêmes, ou est-ce que c'est eux qui n'ont pas voulu reprendre leur rôle? Alors, très bonne question. C'est tout à fait possible qu'ils aient voulu réaliser autre chose. Mais comme il y a 2 personnages qui sont revenus sur la dizaine qui finalement sont des personnages principaux lors du film, j'aurais tendance à dire quand même il y a eu un choix, il y a eu des gens qui ont été castés. Mais je sais pas, parce que c'est les deux membres des Abydosiens, autrement dit des peuplades, et pas parmi les héros principaux, tu vois. Donc Ouais. je sais pas vraiment où me situer par rapport à ça. Ok, ça marche. Alors après, il y aura d'autres personnages pour les autres séries, hein, notamment les personnages de Stargate Atlantis, qui eux reviennent assez souvent dans aussi Stargate SG1. David Hewlett qui joue le rôle du docteur Rodney McKay. Il va y avoir aussi Tori Ginson qui joue le docteur Elizabeth Ware, bien que le personnage est dans Stargate SG1 mais a été recasté pour Stargate Atlantis. Ok. Joe Flanagan aussi dans le rôle de Shepard, du colonel John Shepard, où vous allez avoir d'autres personnages, notamment des plus récurrents comme Radek, Zelenka, professeur Zelenka, joué par David Nickel. Ça, c'est pour les personnages en particulier, hein. On va suivre en grande majorité des personnages, certains comme Samantha Carter et Teal'c vont jouer un rôle principal durant les 10 saisons. D'autres auront un rôle principal, puis récurrent ou récurrent entre-temps, comme c'est le cas de Richard Dean Anderson avec Jack O'Neill et de Michael Shanks pour Daniel Jackson. Et d'autres vont succéder à des acteurs qui vont partir. Par exemple, on va changer de général. Lorsque Donce Davis arrête la série, il sera remplacé par Richard Dean Anderson, et ensuite par Beau Bridge, qui va jouer le général Landry dans les 2 dernières saisons. Avec ses incroyables sourcils fournis. C'est un très bon acteur, Beau Bridge. Bon, il est notamment récurrent dans plein de films américains. Pas forcément des films de science-fiction, hein, ça peut être des films, des comédies romantiques, etc. Ce que j'ai bien aimé dans Stargate, parce que du coup je vais pas tout spoiler, loin de là, hein, c'est que du coup il y a une 10 saisons, tu serais pluralité quand même, des explorations. un peu. Hein. Ah bah là c'est compliqué, mais surtout qu'on parle de plein d'espèces différentes, je vais vous en citer quelques-unes, hein, et donc certaines sont bien détaillées, d'autres sont simplement mentionnées. Alors parmi celles qui sont les plus détaillées, bien entendu, il y a les Goa'uld qui sont eux les antagonistes principaux durant les premières saisons, hein, jusqu'à la 6-7e saison, et puis après, même si certains vont résister pendant des années, enfin dans les saisons, on les perdra au fur et à mesure, ils vont laisser place à d'autres intrigues. Il y a les Asgard,
qui sont effectivement des créatures basées sur l'imaginaire de Roswell. C'est intéressant de voir ça, de se dire que potentiellement, l'alien de Roswell, c'était un Asgard dans le monde de Stargate. Hein. Les Nox aussi, hein, une peuplade qu'on connaît très peu de choses finalement. Quelques épisodes sur eux sont consacrés. Les Anciens, bien entendu, hein, aussi appelés ancêtres ou l'Antien, sont des personnes qui donc du coup ont un peuple qui a disparu, mais qui est en fait la trame principale de Stargate SG1, et c'est surtout aussi parfois le ta gueule c'est magique de Stargate. Si tu ne sais pas, c'est les Anciens. Les Furlings aussi, une espèce qu'on entend très peu de choses. Après, il y en a d'autres, hein, les Tok'ra, les Réplicateurs, les Ori, les Unas, les Tolam, Les Vrace. les Jaffa, l'Alliance Luxienne, les Wraiths aussi dans Stargate Atlantis, les Jedi aussi. Les Jedi. Donc il y a plein d'espèces qui sont très intéressantes et qui parfois vont apparaître et même disparaître dans certains épisodes. Alors, si on veut continuer un petit peu, où est-ce que se passe la série? En tout cas, Stargate SG1, elle se passe à un endroit, une base. C'est la base de Cheyenne Mountain, dans le Colorado. Et à côté d'une ville qui s'appelle Colorado Springs, et qui est une base militaire des États-Unis, qui avait accepté que les équipes de tournage prennent des plans extérieurs, notamment de la base en question, et de manière récurrente, de toute façon, l'armée de l'air américaine fera partie des films Stargate. Ouais, ils ont été sponsors presque en fait par l'armée d'une certaine manière à certains moments, non? Je crois que oui d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont aussi été consultants aussi. Ils ont reçu tous les scénarios, et certains membres, même des acteurs utilisés qui jouent le rôle d'état-major, font partie de l'état-major américain. Ouais. Et du coup, l'histoire finalement de Stargate, c'est comment est-ce que la Terre peut se préparer, se défendre face à des attaques extérieures, et comment est-ce qu'elle va pouvoir acquérir des technologies, tisser des alliances entre différentes races dans le but finalement d'élever la population humaine à un peu plus que simplement sa vision terrestre au sens planétaire du terme. Ouais. Pour ce qui est ensuite la série Atlantis, c'est une série qui du coup apparaît dans les dernières saisons dans la temporalité de Stargate SG1, et donc là on a eu davantage de technologies, d'endroits d'explorer, découverts. Donc on continue un petit peu le savoir, le lore de Stargate, mais dans une autre galaxie. Ce n'est pas la galaxie de la Voie lactée, mais celle de Pégase, plus loin dans l'espace. Et donc là, on suit de nouveaux personnages, parfois des anciens, dans des lieux complètement différents, des planètes différentes, des espèces différentes. Et ça donne aussi davantage de cachets, davantage de scénarios à tisser, d'univers, voilà, sur Stargate. Alors, ce qui fait le charme aussi de Stargate, c'est que même si parfois certains épisodes ont mal vieilli, puisqu'on parle d'une série qui a commencé depuis les années 97, c'est pas rien, chaque épisode a son importance. C'est-à-dire que il y a très peu d'épisodes où en fait ce sont des one-shots et on n'en parle plus. Souvent, on revient sur un scénario qui s'est passé, une histoire de quelqu'un, ou d'un personnage, ou d'une population, d'une espèce. Et c'est ce qui rend aussi l'attrait pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de se regarder 10 saisons aujourd'hui d'une série qui date maintenant de près de 25 ans. C'est bientôt 30 ans. 25 ans. Bientôt 30 ans. C'est aussi intéressant parce que ça crée quand même du lien, et je trouve quand même que c'est très très sympa. Après, ça peut se laisser regarder si on explique, si on relit, tu sais, les scénarios. Oui. Bon, mais je trouve que pour le développement des personnages, c'est quelque chose qui est très sympathique. Je me suis dit que plutôt de vous expliquer en fait à chaque fois les saisons, etc., d'autant plus que j'ai bon espoir que on puisse y jeter un coup d'œil, les deux avec Marc. On a bientôt fini Atlantis déjà. On termine bientôt. Ah, c'est vrai? Il nous reste 6 ou 7 épisodes. Tout à fait. Ok. Et on aura terminé. Je me suis dit, je me suis replongé un peu dans les épisodes, puisque il y en a quand même beaucoup. Quand on pense ne serait-ce qu'à Stargate, pardon. Stargate, vous avez 10 saisons, donc on a plus de 200 épisodes qui ont été réalisés. Je me suis dit, parmi Stargate SG1 et Stargate Atlantis,
je parlerai pas de Stargate Universe parce que je l'ai pas regardé. Bizarre, hein, je suis fan, mais pourtant je l'ai pas regardé, mais j'en ressens pas forcément le besoin. Peut-être qu'un jour je le regarderai, mais ça m'a jamais attiré. Ouais. Donc de ces deux séries, je me suis dit ça serait bien d'essayer de se rappeler, parfois même de regarder les épisodes, puisque certains encore sont diffusés sur la télévision. Hein. Et j'avais pour habitude quand j'étais enfant de les regarder avec mon frère, donc du coup ça donne davantage aussi de souvenirs, de nostalgie sur certains plans. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas bien de faire, vous savez, 4 catégories d'épisodes. En fait, j'ai fait des classements de mes meilleurs épisodes, des épisodes que je trouve être super, des épisodes que je trouve être moins bien, pas bons du tout, ok, des épisodes que je trouve tristes, ok. en fait, très très émotifs, et des épisodes qui sont à mourir de rire. Alors je sais pas si vous en avez, certes, si vous voulez commencer par une catégorie ou une autre. On peut commencer déjà par tes préférés, je pense. Ouais. C'est Ouais. quoi ton préféré? Ouais. Écoute, j'en ai placé 4. Ok. Certains sont doubles, hein, des épisodes. Hein. Mon premier, on va dire dans mon top 4, le 4e que j'ai beaucoup aimé, c'était celui qui s'appelle La Fontaine de Jouvence. Ok. Où ils vont aller chercher la Fontaine de Jouvence en Amazonie et ils se font capturer par ce qu'on appellerait presque des soldats FARC. Hein. Et en fait, la fontaine de Jouvence en question donne la vie éternelle, et donc ils tirent sur des soldats FARC qui se relèvent, et donc du coup c'est très zombiesque. Et en même temps l'histoire progresse, notamment dans l'espace, puisque dans le lore en fait il y a des nouveaux guerriers qui apparaissent, qui sont ultra stylés et qui sont super beaux, esthétiques, et qui tuent tout le monde. Je trouvais ça super badass quand j'étais gosse. Je me disais, mais c'est génial, alors que ces êtres en question, en fait, c'est des zombies aussi, donc il y a tout un côté un peu zombiesque qui est très intéressant. Ok. Alors, pour mon top 3, je dirais l'épisode 20 de la saison 9, qui s'appelle La Première Vague en français, et Camelot en anglais, qui consiste à savoir si pendant 42 minutes que dure l'épisode, les espèces qui se sont alliées de la Voie lactée vont réussir à endiguer la menace Ori, nouvelle menace des 2 dernières saisons de Stargate. Et donc cet épisode se termine sur un cliffhanger, puisque c'est le dernier épisode de la saison. Alors mon top 2 ensuite, c'est le 18e épisode de la saison 8. Ce 18e épisode, c'est Pour la vie, qui est un épisode où en fait Daniel, qui lui n'est pas conscient de ce qu'il fait, et en fait se retrouve dans une sorte de diner. Vous savez, les diners américains là. Et oui, ouais. Un peu avec les canapés, etc. Ouais. Et il interagit avec une serveuse et avec un type un peu enrobé dont on connaît pas qui est cette personne. Et en fait, ces trois personnages sont les 3 personnages finalement les plus importants de Stargate SG1 dans leur implication. Et puisqu'il s'agit de Daniel, il s'agit d'Anubis, et il s'agit de Doma Desala, qui est la suprême, vraiment la personnage très intrigante de Stargate. Sans conteste, j'imagine, comme n'importe quel fan de Stargate, mon épisode préféré reste le double épisode du coup de la saison 7, le 21e et le 22e épisode, qui est la cité perdue de Lost City, lorsqu'Anubis attaque la Terre et que SG1 doit repousser une armée de Goa'uld sur 2 épisodes, alors que O'Neill est mentalement malade, puisque du coup il acquiert beaucoup de connaissances liées au savoir des anciens à travers une bibliothèque qui lui est tombée dessus et qui a été imprimée dans son cerveau. Et malheureusement, plus elle est appréhendée dans son cerveau, plus il devient malade. Il parle ancien, et en fait il arrive à trouver l'emplacement de ce qu'on appelle la cité perdue, ce qui pense être Atlantis à l'époque. Mais c'est pas ça, malheureusement. Ouais, et du coup, c'est quoi alors? Il est pas alité, mais une espèce de fauteuil et tout, et ils essaient de trouver. Je me souviens de cet épisode. C'est le double épisode préféré qui marque la fin de la saison 7. Ok. Et moi, j'avais vraiment cru à l'époque où j'avais vu cet épisode que c'était la fin de Stargate, que genre O'Neill allait mourir.
D'ailleurs, il meurt dans l'épisode, je crois. C'est spoil. Je crois qu'il meurt et ressuscite. C'est pas une connerie comme ça. J'ai beaucoup aimé. Ah bah je peux pas dire toute l'intrigue, mais j'ai beaucoup aimé ces épisodes. Ces épisodes pour moi, c'est l'épisode les plus prenants dans les batailles et dans l'avancement du lore de Stargate, quoi, d'histoire. Et vous remarquerez souvent que c'est des épisodes soit de mi-saison, soit des fins, bien entendu, puisque c'est des cliffhangers. Et oui. Alors ensuite, ce qui dit meilleurs épisodes, enfin les top épisodes en sens action, il y a les épisodes tristes, hein, puisque du coup j'en ai en tête un peu plus, mais j'ai 6 épisodes qui sont assez tristes parmi une certaine multitude, mais il y a l'épisode 15 de la saison 9 qui du coup s'appelle Ingérence, qui parle, j'en ai parlé je crois Marc, du fait qu'il retourne sur une planète qui du coup a accepté la confession des Ori et qui oui, tu m'en avais parlé, voilà, un satellite au-dessus de leur planète, et du coup les terriens vont essayer de les aider, de faire refuser la confession des Ori. Malheureusement ils n'y arrivent pas, et en fait c'est un épisode où on a la mort d'un personnage secondaire, on a un vaisseau qui explose, on a aussi derrière une guerre nucléaire. En fait, cet épisode, il apprend qu'il n'y a rien eu de bien durant l'épisode. En fait, ils ont tout perdu, autant en termes d'hommes, en termes de matériel, en termes de poids diplomatique. Il n'y a rien qui est allé, quoi. Et c'est un épisode qui se termine avec la phrase était sale journée, en français. Alors, le dernier épisode de Stargate, le 20e épisode de la saison 10, qui s'appelle Le temps d'une vie en français, Unending en anglais. Et donc du coup le titre spoil un peu, hein, mais c'est effectivement le dernier épisode où les personnages principaux sont piégés d'une manière ou d'une autre dans une boucle temporelle. Ils vivent leur vie jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils trouvent finalement une solution à ça, mais certains personnages vont mourir de vieillesse. Donc c'est de dire combien de temps ils vont rester dans cette boucle. Bah oui, j'avoue, c'est assez horrible ça. Mais il y en a eu un autre d'épisode de boucle temporelle. Oui, mais celui-là il est plus joyeux. Il est plus joyeux. Et je parie qu'il est dans ton top des épisodes les plus rigolos même d'ailleurs. Je pense aussi. Il est marrant cet épisode. Il est très marrant. Il y a le 17e épisode de la saison 7 qui s'appelle Héros, qui en fait est un épisode où une équipe télévisuelle, une équipe de journalistes est autorisée à rentrer dans la base de Cheyenne Mountain et à faire des reportages sur les personnages. Donc ils interviewent les personnages, etc. sans véritablement savoir ce qui se passe, parce qu'en fait ils sont dans la base mais ils ne sont pas au courant qu'il y a une porte des étoiles et tout ça, jusqu'à ce que le caméraman laisse sa caméra allumée et il observe le vortex avec la porte et les équipes qui viennent, qui rentrent. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un épisode où on parle beaucoup des personnages de Stargate, les principaux, les secondaires. Et en fait, tous sont impliqués dans une mission et ils sont attaqués sur cette planète par des grosses forces de Goa'uld. Et en fait, tu apprends de la part de différentes personnes que, en fait, parmi l'équipe des personnages récurrents et principaux, en fait, il y a une personne qui s'en est pas sortie, qui est morte, du coup. Et pendant tout l'épisode, tu essaies de savoir lequel de tes personnages, en fait, est décédé et ne reviendra plus dans la série. Le 4e épisode que j'ai aussi catégorisé comme triste, c'est celui de Diviser pour conquérir, Divide and Conquer, où, en fait, il y a un sommet de l'espèce Tok'ra, l'espèce donc du coup dans Stargate SG1 qui est une espèce Goa'uld, mais qui est gentille, enfin un peu comme des renégats, des rebelles. Et en fait, il y a un sommet avec les dirigeants de la Terre, et en fait, il a lieu dans la base de Cheyenne Mountain. Et en fait, ils ont des informations comme quoi quelqu'un, une taupe parmi les personnages, va essayer de tuer le haut membre dignitaire du Conseil Tok'ra. Et c'est effectivement une personne du cast récurrent qui malheureusement décédera encore une fois à ce moment-là. C'est souvent des personnes qui décèdent d'ailleurs, les épisodes tristes pour moi. C'est le principe. Le troisième, le troisième épisode le plus triste pour moi, c'est celui de la seconde enfance de Stargate Atlantis. C'est un épisode, en fait, un des acteurs, David Hewlett, qui joue le rôle de Rodney McDay, est touché par une forme de... Ah oui, il est très triste celui-là.
Alzheimer. Ouais, une forme sorte d'Alzheimer. un Ouais. peu, mais qui réduit son cerveau finalement à celui d'un petit enfant qui a peur de tout et qui malheureusement va mourir à cause de ça. Très beau jeu d'acteur d'ailleurs Ouais. de David Hellett pour ça, hein. Franchement assez prenant. Et pour moi aussi Plus le l'épisode personnage de le plus Rodney est vraiment triste. bien. Ouais, le personnage de Rodney est vachement. Enfin, l'acteur, je trouve, apporte Ah oui, un il large apporte plus beaucoup, à la hein. série. Complètement. L'épisode le plus triste ce serait celui qui s'appelle Sunday en anglais, une question d'équipe où en fait toutes les équipes de Stargate Atlantis en fait profitent de leur dimanche. Et malheureusement, il va se passer un événement particulier qui va faire que tous vont avoir leur emploi du temps bouleversé et certains se trouveront au mauvais endroit au mauvais moment. Et notamment un personnage secondaire, il laissait la vie. Ouais, c'est très triste aussi. C'est pour moi parce que le personnage est quand même très attachant. Je crois que j'ai pleuré sur les deux dont tu as parlé, qu'on a vu du coup ensemble. Ouais. En fait, Oui, parce forcément. que c'est les deux épisodes les plus tristes de Stargate Atlantis, les autres sont dans Stargate SG1. Mais en fait, c'est logique dans une série sur laquelle tu t'attaches avec sur Bah des oui, personnages, c'est ça. enfin sur une dizaine de saisons, forcément même des personnages secondaires, tu finis par t'y attacher parce que tu les vois tellement de manière récurrente, même s'ils sont que secondaires, tu les vois tellement souvent que t'éprouves de la sympathie. Ils font Donc partie de même ta eux, vie en fait. Même eux, c'est ça, même eux quand ils finissent par passer l'arme à gauche, au bout d'un moment, ça te fait quelque chose, quoi. Et c'est normal, c'est ça pour moi la force de la série Ouais. par rapport au film, c'est que du coup, même des personnages qui apportent pas forcément énormément à l'intrigue, quoi, mais en fait, tu t'y attaches tellement de par leur caractérisation ou de par leur jeu d'acteur, en général, Complètement. tout simplement. Et ben en fait, leur perte qui est généralement même écrite, visible à des kilomètres, et ben en fait, même comme ça, elle arrive à te surprendre et à te tirer l'arme, quoi. Mais c'est d'ailleurs pour ça que c'est toujours très difficile quand une série se termine, parce que c'est la fin de tous les personnages que tu suis depuis des années et des années et des années en fait. Voilà, à peu près pour les. Après, il y en a d'autres, des tristes, mais j'ai pas toutes en tête. Il y a des trucs particuliers. Oui, il y en a beaucoup qui se jouent parfois dans des hôpitaux psychiatriques, etc. C'est aussi un tout, en fait. Mais et heureusement, il y a des épisodes qui sont à mourir de rire. Et j'en ai 3 en particulier en tête. L'épisode 4 de la saison 8 qui s'appelle Heure H, ou Zero Hour en anglais, où O'Neill devient général. Épisode-là, et en fait il est absolument pas taillé pour ça. Enfin, il a l'impression d'être un peu un imposteur, il sait pas trop quoi faire, et il se passe énormément de choses qui vont de l'acte gravissime à la connerie la plus débile, notamment parce que en fait il doit se préparer la base à la visite du président des États-Unis, et malheureusement ça ne va pas se passer comme prévu. Par exemple, une équipe va ramener une plante qui adore la lumière, et au fur et à mesure des heures, puisque c'est un décompte de 72 heures à heure H, on va avoir de manière récurrente cette plante qui au départ est dans un laboratoire, puis ensuite les racines vont jusque dans le couloir, puis ensuite dans les différents niveaux, et sera éradiquée à la fin au lance-flamme durant l'épisode, alors que lui il passe dans les couloirs parce que véritablement il en a presque plus rien à foutre finalement, puisque l'équipe elle est kidnappée par un grand maître qui s'appelle Baal, et en même temps en fait il a pas beaucoup de nouvelles, il doit se préparer. D'ailleurs, même des fois il marche dans le couloir, il a plus de lumière parce que la plante a bouffé toute l'énergie, et donc du coup j'ai trouvé cet épisode assez marrant, parce que t'as vraiment l'impression que le costume est fait le costume de général est fait pour est pas fait pour lui, quoi. Ouais. Donc c'est le petit épisode assez marrant pour ça. Un autre épisode qui est donc du coup le 12e épisode de la saison 5, qui s'appelle Wormhole Extreme, parce que tu te rappelles, Mika. Attends, Moi, fais-moi le pitch. C'est pas la première fois que Wormhole j'entends parler en Extreme. tout cas. T'es rien? Et pitch-le-moi vite fait. Alors, Wormhole Extreme, c'est un épisode où tu as un scénariste qui s'appelle Martin Lloyd. Ah voilà, c'est et sûr. il est scénariste pour un studio de télévision. Et du coup, il décide de créer un scénario, une série qui s'appelle Wormhole Extreme, qui, en fait, le scénario en question, en fait, c'est la vie des membres de l'équipe de SG1. C'est un épisode mis en abîme, en fait, c'est ça? Oui, alors que du coup, tu vois les personnages, t'as juste que, en fait, Tilk, c'est un black avec un peu plus de fond de teint. Enfin, il y a des trucs comme ça. Carter, c'est une brune qui, du coup, elle est en mode bombasse scientifique, alors qu'O'Neill, c'est vraiment la brute, mais en fait presque le O'Neill de Roland Emmerich. Oui, c'est ça, ouais, en fait. Et, Ah oui. et du coup, avec des effets scénaristiques de merde. Enfin, beaucoup L'épisode aimé pastiche. le personnage de Martin Lloyd.
de Willie Garson. C'était un très bon acteur aussi. J'aimais bien. Et alors après, l'épisode magnifique de Stargate, c'est l'épisode 6 de la saison 4 qui s'appelle Une histoire sans fin. Mais bien sûr. A Wind of Opportunity. Qui est simple, Teal'c et O'Neill, ils sont de manière complètement accidentelle coincés dans une boucle temporelle et ils reviennent constamment, ils revivent constamment les mêmes 10 heures en fait, encore et toujours. Et je crois qu'il y a une quinzaine de boucles temporelles dans l'épisode qui est tourné de plus en plus ridicule. Dedans, tu vas avoir des références aux Simpsons, tu vas avoir des références à McDonald's, tu vas avoir des références à Monty Python. Il y a énormément de références à l'intérieur et puis vraiment de. Puis en fait, ils font aussi ils font aussi ce que les fans attendent. C'est-à-dire que tu sais, genre ce fameux truc où forcément il y a cette espèce de tension un peu sexuelle, un peu amicale entre Carter et O'Neill. Bah forcément, du coup, l'épisode, vu qu'il n'y a aucun enjeu entre guillemets, bah, ils en profitent quoi. Genre ils font des trucs que tous les fans attendaient, tu vois. Tu sais que à la fin c'est fini, il se passera plus rien, mais c'est trop drôle. Il y a plein de trucs où tu te dis ah, et en même temps tu fais ah. C'est aussi un épisode particulier parce que quand tu penses dans le fonctionnement que réalise un épisode de Stargate, un épisode, il va avoir énormément de rebondissements. Tu vois, il y a des problèmes. Ces problèmes, il faut les résoudre. T'as résolu un problème, t'as un autre problème. T'as pas résolu le problème, t'en as quand même un second, etc. Et dans la logique de Stargate, les deux principales personnes qui normalement font avancer de manière significative les scénarios dans le bon sens, c'est Carter, scientifique, et Jackson, archéologue. Et là, le fait que ce soit Teal'c et O'Neill qui soient bloqués dans une boucle temporelle et que ce soit à eux de résoudre les énigmes, faut que tu as des scènes cocasses où tu vas avoir O'Neill qui va apprendre le latin et qui va même corriger des fautes de la part de Jackson sur son tableau. Ils apprennent à jongler, etc. Alors au départ, l'épisode était relativement court. Et en fait, l'épisode était... il manquait des scènes. Et en fait, ils se sont dit, quitte à mettre des scènes, autant imaginer ou mettre des choses, je parle des scénaristes, qu'on avait envie de mettre un jour, sans avoir osé le mettre, ni avoir la possibilité de le faire. C'est notamment le cas de la scène où, en fait, la scène de golf, où O'Neill joue au golf à travers la porte des étoiles. Et ou alors il va faire du vélo, ou alors il y a toutes ces scènes-là en particulier où donne sa démission, il embrasse Carter avant que la boucle temporelle se reset. Donc il y a énormément de petits trucs qui ont été posés, ajoutés à la fin de l'épisode, parce qu'en fait il y avait du temps dans le rush. Donc, et c'est ce qui fait en fait aussi le côté très drôle, c'est que en fait ils ont surjoué et finalement c'est pas trop tout ce qui est fait quoi. Ah non mais si je me souviens parfaitement de cet épisode. C'est probablement un des rares dont je me souviens, je pense en entier quasiment. Et ça fait très 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 longtemps que j'ai pas maté un épisode de Stargate. Mais je sais pas, celui-là il a une saveur particulière pour que je m'en souvienne encore. Il faudra que je le regarde un jour du coup. on terminera simplement. Non, j'ai regardé juste Atlantis. Ah ok. Juste Atlantis, non. En fait, c'est parce que dans mon processus mental, Raphaël a vu juste, il a compris que s'il me montrait SG1, je ne regarderais pas parce que c'est trop kitsch et trop vieux. Donc il a fait l'inverse, il m'a montré le plus moderne en premier pour m'attacher à l'univers de la série pour ensuite faire en sorte que je regarde SG1. C'est un plan sur le très 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 long terme. C'est smart. Alors, je terminerai. Mais après, franchement, j'ai vu. Il y a genre 10 ans, j'ai essayé de regarder SG1. J'ai regardé 2 épisodes. J'ai trouvé ça vieux déjà il y a 10 ans. Alors, je pense que. J'avais 20 ans, je pense que 10 ans plus tard. Mais après, peut-être qu'avec le recul et l'âge que j'ai pris en maturité, je serais là à faire oui, c'est vrai que c'était bien meilleur que certaines séries Marvel que l'on peut voir sur nos écrans à l'heure actuelle. Oh waouh! Waouh, tu vois, avec cette voix un peu grave et suave de chroniqueur de France Culture, mais de France Pop Culture. Ouh, waouh! Bref. La fatigue est toujours présente. On parlait de quoi, pardon? Alors, pour les derniers épisodes, l'épisode que pour moi je trouve un épisode qui mériterait d'être oublié, voire même supprimé de l'univers Stargate, c'est acquis par sans doute la majorité des fans, c'est l'épisode 19 de la saison 2 qui s'appelle Le Faux Pas, où en fait il rencontre des populations lorsqu'il passe la porte, cette équipe Stargate,
il passe la porte et il rencontre des personnages qui sont tout nus, des hommes, qui ont des peintures corporelles bizarres, blanches, et qui sont en fait frappés d'une épidémie parce que ramène sans doute SG1. Et en fait, c'est des mecs qui sont à poil et qui vivent dans des champignons, et en fait, ils communiquent en étendant les bras et en faisant des ululements en mode ah là là. Et c'est vraiment horrible parce que y a rien dans cet épisode et c'est très malaisant à regarder. Alors, il peut être très marrant si on le regarde comme ça, hein. Mais attendez, ne bougez pas. Vous savez ce que je vais faire? Tu viens de passer un extrait. Je vais vous montrer une photo dans salle de pause qui est la photo de couverture de cet épisode qui, somme toute, vous donnera une indication de quoi je parle. C'est quoi j'essaierai même de caser un extrait si c'est possible. Waouh. Ok. Je me souviens absolument pas. Attends, tu dis que c'est quoi comme numéro d'épisode? Je peux le retrouver rapidement sur Amazon Prime Video. Le faux pas. C'est l'épisode 19 de la saison 2. 19 de la saison 2. Alors attends. Stargate SG1 saison 2. Tellement de saisons. Tellement de saisons. Elle n'y est pas. Il y a la saison 6, la saison 10, la saison 5, la saison 9, la saison 7, la saison 8, la saison... Ah, la saison... Si, elle a 2. Si, la saison 2, c'est bon, ça a l'air d'être la saison 2. 19... Voilà, attends, je vais juste regarder rapidement un coup d'œil. Bah, de toute façon... Le faux pas, vas-y, je le lance. Je vous ai mis des photos. Je vous ai mis des photos sur Discord. La gueule que tire Jackson là-dessus en dit long. Fais voir, attends, ça y est, j'ai les indigènes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont censés gueuler, c'est ça? Ouais, à un moment, ils sont... Why don't we back off for now? Ça, c'est... Ah oui, je l'ai. Well, some Native American as well as African and Aboriginal tribes believe that En direct, c'est ça. music and chants have medicinal powers. Enfin... Ah oui, ça dure trop dire longtemps. Oui, non, c'est... Pardon. Voilà, c'est Désolé. malaisant. Parler quand même une dernière fois des personnages en question et du rôle des personnages qui ont joué. Hein. Je citerai deux personnages en question dans les acteurs qui sont célèbres, qui sont invités. D'abord, Kari Hiroyuki Tagawa, pardon, qui est un acteur du coup qui est japonais, enfin nippo-américain, qui est un acteur qui du coup est très connu. Il a joué de multiples rôles, mais notamment il a joué un rôle d'un Mongol dans l'épisode 3 de la saison 1. Hein. Ok. Voilà, une sorte de civilisation mongole de l'espace. Il est connu aussi pour avoir joué dans Pearl Harbor, hein, bien sûr. Ok. Dans La planète des singes, dans Permis de tuer, dans Mortal Kombat, dans le Dernier Empereur aussi, qui est un film sur le dernier empereur de Chine, hein. Et notamment d'autres séries où je l'ai connu, hein, notamment c'est Le Maître du Haut-Château, où il jouait le rôle du ministre du commerce. Donc c'est un acteur que j'ai récurrent dans plein de choses, hein. Tu le vois dans Tu dis qu'il s'appelle comment déjà? Texas Ranger, tu le vois dans Star Trek, tu le vois dans MacGyver, dans Deux flics à Miami, dans Heroes, dans Hawaii 5-0, dans Grimm. Non, Heroes. C'est un personnage qui est souvent récurrent. Et aussi de James Earl Jones. Est-ce que vous connaissez James Earl Jones? Ça vous dit quelque chose? Oui, c'est un... Il a prêté sa voix. C'est Dark Vador. Unas, une espèce de Stargate SG1. Ce cher James Earl Jones, vous le reconnaissez, vous l'entendez surtout par rapport à sa voix, puisque c'est la voix de Dark Vador. Oui, c'est ça, c'est la voix de Dark Vador, effectivement. Voilà, dans la trilogie originale, dans La Revanche des Sith, et dans tous ceux qui passent jusqu'à l'ascension de Skywalker. Tout à fait. En ce qui concerne les personnages récurrents, j'ai beaucoup aimé les personnages du coup du général Hammond Duns Davis, qui était un fabuleux acteur. J'ai beaucoup de peine quand il est décédé, qui du coup a été d'ailleurs censé par les fans de Stargate, et qui a son propre vaisseau dans la série Stargate, qui s'appelle le Hammond, puisque l'acteur est décédé avant la fin de la série. Ok. Et le personnage, l'antagoniste principal de Stargate, pas tout de suite, pas dans les premières saisons, mais dans
dans les saisons par la suite, qui lui aussi malheureusement est décédé il y a quelques années, c'est Cliff Simon qui jouait le rôle de Baal, un personnage que j'ai adoré parce que complexe et le personnage un peu, tu sais, du méchant qui perd progressivement, systématiquement, mais il revient toujours parce que c'est le dernier des grands maîtres Goa'uld. C'est la Team Rocket. Et notamment parce que dans la série, il a mis la main sur une technique de clonage. Autrement dit, il y a des centaines de balles et certains épisodes sont très marrants justement. Il a une bonne gueule lui en plus de mémoire, il était un peu BG. Oui, il est décédé d'un accident de surf, de kitesurf ou un truc comme ça. Ah ouais, effectivement, il a l'air plutôt BG. Avec la petite moustache. Je sais qu'il apparaît pas sur le Wikipédia et que je trouve que c'est honteux parce que Baal, on le voit tout le temps et j'aimais trop ce personnage. Voilà. Je l'avais vu, je l'avais reconnu aussi dans 24 heures chrono. Et l'acteur me dit quelque chose en vrai, c'est marrant. Tu n'as pas cité Jason Momoa, bien entendu, aussi, qui fait des bonnes apparitions. J'ai pas cité Jason Momoa, mais bon, puisqu'on est sur malheureusement les acteurs aussi récurrents dans Stargate qui malheureusement ont disparu. Il y a celui de Carmen Argentiano. Carmen Argentiano, c'est dans la série le père de Carter qui joue le rôle de Selmak. Et c'est pas le même personnage ? Je comprends pas. Si Selmak, c'est le nom du Goa'uld qu'il aura en lui. Oui, d'accord, ok, le père de Carter va se faire posséder par un Goa'uld. Ok, d'accord. Okay. En fait, il y a un épisode où il a un cancer, il va mourir. Ah ouais, je m'en souviens. La Tok'ra, le principal allié, eux, ils ont un porteur qui va mourir, mais ils aimeraient bien sauver le Goa'uld qu'il y a dedans. Donc du coup, ils font un échange de bons procédés. Ok, Ils sauvent le père de Carter et ils en mettent un membre de la Tok'ra. Ok. C'est vrai. Wow. Enfin, du coup, son père est pas vraiment mort, mais quand tu deviens un hôte de Goa'uld, c'est le Goa'uld qui prend possession de ton corps, en fait. Du coup, donc c'est presque pareil. Toi, quoi. C'est un peu la même chose, c'est juste que ton corps, lui, continue de vivre. Ok. Voilà. Ok. Waouh. Voilà, je m'arrêterai là parce que sinon on peut en parler des masses. Mais... Je pense que ne serait-ce que la mythologie présente dans Stargate requiert de faire un épisode spécial pour parler des mythologies. Et c'est parti. Ce sera. Allez, vas-y. Ce sera fait un épisode spécial pour parler des mythologies dans Stargate. On peut le mettre dans les trucs à faire, un de ces quatre. Je tiens à dire en passant aux auditeurs que si écouter Raphaël parler de Stargate leur a plu, il existe un autre épisode, c'est un De Rien et de Tout, où Raphaël est avec Maxime, ils sont en roue libre pendant 1h30 sur Stargate exclusivement. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Voilà, si vous êtes fan de Stargate également. Je sais pas si t'as fini, Raph, parce que moi je fais de la pub de temps en temps, mais voilà, on peut. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, ça, abonnez-vous, mettez la cloche, tout ça. On est d'accord là-dessus. Il me semble, Raph, que tu nous as un peu conseillé de regarder Stargate ce soir, j'ai l'impression. Pour tous les fans de science-fiction, c'est une série qui est très intéressante, je trouve. Ouais. Qui a exploré, comme beaucoup de séries de science-fiction, une multitude de choses, paradoxes temporels, des épisodes qui vont aussi notamment parler du futur, du passé. Ils vont dans le futur, ils vont dans le passé. Il y a plein de choses comme ça qui sont des poussifs, c'est ça ? Ouais, des poncifs. Des poncifs de SF. Pardon. Poncifs de SF. Mais parfois un peu poussif. Oui, c'est vrai. Si je devrais qualifier ça, c'est une série science-fiction dont la seconde chose serait presque l'humour. Ouais. Parce que c'est aussi ce qui qualifie parfois des personnages. Il y a beaucoup de soubresauts humoristiques. Punchlines. Ouais, c'est ça, c'est très. Et en même temps, ça va parfois dans la profondeur, mais c'est plutôt rare d'avoir. C'est très d'époque en fait aussi. Ça va de pair avec une certaine époque, je pense, des années 90, à mon avis. Mais du coup, merci de ton conseil sériel télévisé, Raph. Et il me semble que ça tombe bien parce que justement, t'es pas le seul à être venu avec un conseil ce soir. Mais j'y pep de toi en vrai, c'est impossible. T'as vu ? Genre, j'avais entendu la perche la première fois, je me suis dit, il l'a pas saisi, il va devoir la relancer. Oui, t'as vu ça, j'étais obligé, vu que Raph est reparti sur un truc. Mais j'en pouvais plus, j'étais en mode, c'est trop beau en vrai. Oh, je t'avais presque prié pour que tu oublies. Il faut qu'il en relance une autre, ça va être drôle. Oui, effectivement, j'ai un conseil à vous faire. Yes. Voilà. Non, mais c'est pas vraiment un conseil. Je vais pas vous raconter ma vie, mais concrètement, je vais prendre une autre chronique qui va pas avoir lieu ce soir.
parce que j'ai pas eu le temps de l'écrire. Mais en fait, hier soir, comme d'habitude, grande habitude, je traînais un peu sur le net. Et en fait, je suis tombé sur une vidéo qui m'a donné envie de vous parler de quelque chose. Et tout à l'heure, tu faisais allusion à Amazon Prime. Non pas que je vais donner de la visibilité à Amazon, parce que vous savez que je suis libraire et que j'ai un peu du mal avec les Bien pratiques sûr. qu'ils ont. Mais il faut tout de même reconnaître que Amazon Prime a du budget et que quand on est artiste, du budget, on en cherche pour faire ses projets. Et il se trouve qu'il y a pas longtemps, il y a un projet qui me tenait vraiment à cœur, qui a été mis en ligne justement sur Amazon Prime. Ok. Un peu comme Stargate pour Raph, moi c'est un projet qui date d'il y a un peu moins longtemps, on va pas se mentir, et qui a vu le jour la semaine dernière sur Amazon Prime, qui est une série qui a été distribuée par A24 qui s'appelle Has Been Hotel, Ok. qui est une série d'animation. Alors là, je vous demanderai, chers auditeurs et auditrices, de ranger vos enfants, puisque nous allons parler de choses entre adultes. Je vous laisse quelques petites secondes, le temps de le faire. C'est bon, vous avez jeté vos enfants, vous les avez mis dans un congélateur, vous les avez balancés du haut d'une tour, puisque c'est de ça dont il va s'agir à partir de maintenant, puisque Has Been Hotel est une série pour adultes. Alors je ne parle pas évidemment de ce genre de film pour adultes, bien entendu. Je parle de séries pour adultes dont le contenu est suffisamment mature pour faire trembler les oreilles les plus puritaines et chastes, puisqu'il s'agit d'une série d'animation qui prend comme cadre l'enfer, et avec l'enfer, tous ses pécheurs et péchés. Donc il y a évidemment la luxure, la gourmandise, le stupre, et toutes ces joyeusetés. Et cette série, ça fait longtemps que je l'attendais, puisque ça fait plus de 5 ans qu'elle est en développement en réalité. Et ça faisait très longtemps que j'attendais que celle-ci sorte. Et c'est chose faite maintenant. Je vous invite donc à aller voir cette incroyable série qui s'appelle Has Been Hotel, dont je vais vous parler dans quelques minutes. Mais avant, il faut que je vous explique pourquoi je l'attendais avec autant d'impatience et pourquoi ça a mis si longtemps à sortir. Alors, Has Been Hotel, c'est une série qui trouve ses origines sur Internet, et plus précisément sur YouTube, puisque je ne peux pas parler de Has Been Hotel sans parler de sa créatrice, Vivienne Medrano, plus connue sous le pseudonyme de Vivzipop. Elle est peut-être peu connue sous vos latitudes, mais c'est une immense star de l'animation aux États-Unis primordialement, mais Ok. aussi à l'international, puisque sa chaîne avoisine pour certaines de ses vidéos plus de 70 millions de vues. Donc c'est pas non plus n'importe qui, cette madame. Et c'est une créatrice que j'aime énormément, puisque ses univers très colorés et généralement déjantés et surtout très trash me plaisent énormément, tout en abordant des thématiques qui peuvent être extrêmement touchantes et également ce sont des thématiques qui me touchent particulièrement. Voilà, parle de thématiques liées à des daddy issues. On va parler de transgenre, on va parler d'identité, on va parler de quête de rédemption, on va parler de beaucoup de choses, tout en ayant un ton généralement léger et suffisamment, on va dire, édulcoré, pour que ces thématiques restent dans dans le genre de la comédie. Has Been Hotel, donc du coup, trouve ses sources dans les années 2019, dont le pilote est sorti sur sa chaîne YouTube, donc Vivzipop, le 28 octobre 2019, et le 19 janvier 2024, donc soit il y a un peu moins d'un mois, un peu plus maintenant, pardon, à l'heure où on tourne cet épisode. La première saison de 8 épisodes est sortie sur Amazon Prime. Et donc Has Been Hotel, c'est un projet de longue date pour Vivzipop qui est donc elle a fait les arts graphiques dans une ville des États-Unis dont je me souviens plus, mais elle est origine des États-Unis. Elle a fait donc des études d'art graphique. Elle a même eu l'occasion de passer en France pour aller faire les Gobelins pour un stage justement de mise à niveau et de présentation de son travail. Travail qui déjà l'avait fait remarquer à l'époque où elle était sortie, pas major de promo. Ça ne marche pas comme ça chez les arts appliqués, mais son projet avait été récompensé justement sur les projets amateurs en court-métrage. Ça avait été vachement primé et récompensé. Donc elle avait déjà tapé dans l'œil de certains. Elle avait même fait un clip promotionnel pour Kesha, pour sa vidéo, alors c'est pas TikTok, c'est l'autre je crois, je me souviens plus, mais bon, pour Kesha elle avait fait un fan-made en fait, un vidéoclip qui a été striké mais depuis remis, puisque en fait Kesha l'a adoubé, puisque Kesha elle-même double un personnage de sa série, d'une de ces séries, sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants. Il y a beaucoup de beau monde en fait maintenant qui gravite autour de cette personne. Pareil, ça aussi, je vais y venir. Et il se trouve que voilà, j'ai appris à tomber amoureux de son univers, un univers complètement déjanté, décalé, dans lequel on va se surprendre à apprécier les personnages infernaux et de l'enfer. Puisque moi, c'est pas Has Been Hotel que j'ai connu en premier, c'est sa seconde série qui est arrivée dans un premier temps, puisque Has Been Hotel mettait du temps à sortir. La première série que j'ai découverte, c'est la série qui a fait
qui a fait suite, qui s'appelle Hell of a Boss. Et Hell of a Boss prend place exactement au même endroit, ça se passe en enfer, sauf que vous allez suivre, cette fois-ci, je parlerai d'Advin Hotel après, mais vous allez suivre en fait une entreprise qui s'appelle IMP. Donc c'est en fait Immediate Murder Professionals. Ça vous donne le ton. C'est en fait une compagnie qui vous propose, contre sonner monante et trébuchante, lorsque vous arrivez en enfer, de vous venger de celui ou de celle qui vous a balancé en enfer. Ce sont donc des imps, comme son nom l'indique, donc ce sont des diablotins concrètement, qui sont des hellborn, donc des gens qui sont nés en enfer, qui font partie de la caste des démons, et qui du coup, via un pacte que un des personnages principaux a passé avec un autre personnage principal, leur permet d'utiliser des portails pour revenir sur Terre et se venger de vous contre, encore une fois, monnaie sonnante et trébuchante. Mais c'est pas tellement ce qui va nous intéresser dans l'histoire. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les interactions entre les différents personnages. Et là où justement, c'est ça la force pour moi de son univers, c'est que son univers est extrêmement coloré, extrêmement bien écrit, puisque entre les séries et même entre les épisodes, il y a beaucoup de récurrences et beaucoup de cohérence, mais c'est surtout là où je trouve que c'est vraiment très fort, c'est sur l'écriture de ces différents personnages, puisque tous ont leur propre trauma, tous ont leurs propres défauts, et tous vont pas forcément tendre à essayer de les améliorer, mais on va au fur et à mesure de la série les découvrir et essayer de les comprendre, puisque ce ne sont pas des personnages qui sont tout blancs tout noirs, vous en doutez bien, puisque ce sont des personnages qui vivent en enfer, et donc forcément ils ont des vices, des travers et des déviances, notamment notre personnage principal de Hell of Us qui s'appelle Blitz. The O is silent, comme ils disent bien en version originale. Donc Blitzo est un personnage, donc c'était un diablotin qui a fondé Imp. Il s'est entouré donc de d'autres personnages totalement attachants, donc Moxie et Millie, qui sont donc les M&M, donc un duo marié, donc mari et femme d'assassins professionnels. Donc lui est on va dire une espèce de coincé du cul aristocrate, enfin en tout cas se donne des airs d'aristocrate, qui est complètement coincé à la moindre vue ou aux prononciations de moindres trucs sexuels. Sa femme est une pure psychopathe en fait, elle est complètement traumatisée par le fait de tuer des gens à l'arme blanche. Il a également adopté il a une fille adoptive de 18 ans qui est en fait une cerbère, hein, concrètement c'est une jeune fille qui est une furie, si vous préférez, qui s'appelle Luna, qui est en fait une chaîne de l'enfer en pleine adolescence, donc qui nous rappelle notre meilleure période, vous savez, cette période émo où on est en plein rejet du père. Et lui-même, donc Blitz, a ses propres déviances, notamment une certaine appartenance à la caste des gens qu'on appelle les adorateurs des chevaux, puisqu'il est équidophile, il se tape complètement des kings sur les chevaux, et la série se targue le luxe d'aborder des thématiques sur la sexualité, en grande partie justement dû à son casting infernal, puisque finalement ce sont des démons, donc finalement ils peuvent baiser dans tous les sens, et c'est pour ça que je vous disais de bien garder les enfants, puisque c'est là où justement on y arrive, et en fait tout l'enjeu de Hell of a Boss se tourne autour des pas des expériences sexuelles, mais plutôt des relations entre les personnages qui effectivement sont à caractère sexuel pour la plupart. Je ne parle pas ici de pornographie parce que ce n'est pas dont c'est pas dont ce dont il s'agit, que le leitmotiv de départ de la série fait que le personnage principal, donc Blitz, conclut un marché très simple avec un autre personnage principal qui s'appelle Stolas, qui est un membre imminent de la noblesse de l'enfer, un membre de la Goetia Family, et qui, tout simplement, vu que Stolas est amoureux de Blitz, va lui proposer de lui prêter son grimoire qui lui permet de passer entre les différents mondes, à condition que celui-ci devienne son fucktoy. Voilà, ni plus ni moins. Donc au-delà de parties de jambes en l'air extrêmement acérées ou de véritables noms d'oiseaux sont échangés, puisque les Goetia sont représentés comme étant des oiseaux, et on va apprendre de plus en plus à s'attacher à ces personnages qui, de prime abord, semblent échanger, on va dire, une sorte de sexe tarifé finalement, puisque Blitz utilise le livre à condition de remplir son devoir, enfin pas uniquement son devoir, remplir, vous avez compris le sous-texte bien entendu, envers un des princes des enfers. Sauf que cette relation est amenée à évoluer, puisque tous les deux ont des fêlures, puisque ce ne sont que des hommes, et tous les hommes ont des fêlures, bien entendu. Et ce sont surtout des démons qui ont grandi dans des éléments extrêmement concurrentiels, et surtout qui ne connaissent pas trop ce que c'est l'amour et le lâcher-prise, malgré le fait qu'il y ait des exemples plutôt positifs autour d'eux. C'est le cas par exemple de Moxie et de Millie, qui sont un couple aimant, avec qui on adore voir les interactions. C'est le cas notamment aussi d'autres personnages qui sont amenés à arriver dans la série, puisque Has Been Hotel a actuellement 2 saisons, donc de 8 et 7 épisodes pour l'instant, donc ça fait 15 épisodes.
si je suis bon en mathématiques, et je suis pas bon en mathématiques. Mais oui, c'est ça. Donc il y a 15 épisodes pour le moment, plus le pilote, ça qui fait 16 au total. Donc 15 épisodes qui sont sortis avant la sortie de Has Been Hotel. Donc vous imaginez bien qu'elle a eu le temps de faire ça. Donc ce sont des épisodes qui durent en moyenne une vingtaine de minutes, 30 pour certains. Donc ça se regarde assez rapidement, c'est assez addictif. Et chaque épisode met généralement en avant un duo de protagonistes pour avoir une sous-intrigue généralement sur 2 autres personnages. Ce qui fait que chaque personnage a toujours droit à un petit peu sa petite apparition, même si certains épisodes sont centrés sur la romance entre Stolas et Blitz, ou alors on va dire les enjeux de couple entre Minnie et Moxie par exemple, ou d'autres personnages qui sont des personnages secondaires dans un premier temps, qui vont finir par devenir des personnages principaux tout aussi attachants. La galerie de personnages, elle, est diverse et variée. Vous allez faire connaissance avec les grands membres du Panthéon des démons, comme Belzébuth, Mammon, vous allez découvrir Goliath, etc., des trucs que vous avez déjà entendus dans Diablo probablement, mais qui sont ici des personnages fort attachants, qui sont de prime abord des personnages que nous, en fait, il y a beaucoup de références bibliques évidemment dans cette série, vous vous en doutez bien, et ces personnages, on n'a pas du coup l'habitude de les entendre comme des personnages positifs, plutôt des démons assoiffés de sang qui viennent répandre le chaos sur le monde. C'est un peu le cas, sauf que dans leur univers, ils ont leurs propres fonctions, ils ont leurs propres problèmes, et ils ont leurs propres qualités également, ce qui fait que ça les rend de plus en plus attachants. C'est très rouge, rosé. Oui, tout à fait. Les Comme univers sont design. c'est très coloré effectivement, et c'est donc beaucoup d'esthétique rose et rouge effectivement, puisque on se rappelle que l'action se passe principalement en enfer, mais quand elle se passe sur Terre, effectivement, les tonalités de couleurs ont tendance à changer, notamment lorsque celle-ci se déroule au paradis, et c'est pour ça que je fais transition de tout trouver pour Has Been Hotel, qui est donc la nouvelle série de Prime Video, la toute première en fait qui a fait connaître Vivzi avec son pilote justement, qui a été attendu plus de 5 ans par les fans, qui vient enfin de voir le jour, avec 8 épisodes qui ont été diffusés à partir du 19 janvier 2024 et qui sont toujours accessibles. Je vous invite à aller voir cette série absolument incroyable, dans laquelle cette fois-ci vous allez suivre non plus des démons, il y en aura toujours, mais ici cette fois-ci on va s'intéresser plutôt aux pêcheurs qui atterrissent en enfer, pas des pêcheurs qui pêchent sur des bateaux. Vous l'avez compris, on parle de l'enfer, on parle de ceux qui ont fait des péchés et qui du coup ne sont pas jugés aptes à aller au paradis et qui finissent en enfer. On va suivre notamment un pêcheur principalement qui s'appelle Angel Dust, qui est un acteur pornographique transgenre, ainsi que les 2 personnages qui sont à ses côtés pour le mener vers la quête de la rédemption. Le pitch de la série est assez simple. Charlie Morningstar, si Morningstar vous dit quelque chose, c'est probablement parce que c'est le nom de Lucifer dans sa version biblique. Charlie Morningstar est la fille de Lucifer et de Lilith, la déesse des enfers. Et la princesse de l'enfer, concrètement, a pour objectif de faire en sorte que son peuple arrête de se faire massacrer par les anges, qui tous les ans font une purge annuelle pour vider les enfers afin que ceux-ci ne se rebellent pas, puisque le nombre de pêcheurs est en croissance exponentielle. Je rappelle qu'on vit dans un monde de merde, donc forcément il y a de plus en plus de gens qui pêchent. Et du coup, ces personnes-là se retrouvent de plus en plus à arriver en enfer, et pour éviter que l'enfer ne déborde et que du coup le paradis se retrouve submergé, ils envoient des exterminateurs tous les ans. Et ceux que Charlie Morningstar veut éviter, et donc elle et sa compagne Vaggie vont tout faire pour amener les pêcheurs vers la rédemption. Et donc pour ce faire, elle va monter un hôtel de rédemption concrètement, où elles vont faire des activités pour faire en sorte que les pêcheurs se repentent. Se repentent, ouais, c'est ça. Merci. Et donc du coup, au-delà de ces 3 personnages, la galerie va s'étoffer. Vous avez notamment Husk, une sorte de barman complètement désabusé, qui est un ancien High Lord chez les démons, donc un ancien haut seigneur démoniaque. Vous avez une petite jeune fille complètement obsédée par la jante masculine et le ménage, qui s'appelle Nifty. Vous avez notamment Serpentius, qui est une sorte de gigantesque serpent affamé de technologie, qui n'a de cesse de emmerder nos héros, mais qui va lui aussi tomber dans la rédemption. Et enfin, bien entendu, un de mes personnages préférés, Alastor, le démon de la radio. Un personnage extrêmement énigmatique, extrêmement ambivalent, qui cache bien son jeu et qui est absolument grotesque, qui est également français dans sa version originale. Donc il parle en anglais, mais il est français de nature, et qui lui aussi, c'est une sorte de démon renard cerf qui ressemble énormément à un personnage qu'on a bien connu nous autres dans ceux qui ont fait le let's play Don't Walk in the Winterwoods, puisque c'est un Wendigo. Ça nous rappelle les souvenirs. Exactement, donc il me terrifie autant qu'il me fascine, et donc toute cette petite clique dans cet hôtel va faire
va faire face tout simplement à un terrible problème en la personne de Adam, le premier homme, qui va descendre pour leur expliquer gentiment que leur petit hôtel c'est de la merde et que l'enfer il en a plein le cul, donc finalement les purges c'est bien tous les ans, mais on va faire un truc plus simple, on va faire ça tous les 3 mois, c'est plus mieux. Et ça du coup pour les affaires de Charlie Morningstar ça l'arrange pas trop, et donc du coup ceci arrivant, il va falloir qu'on trouve vite une manière de contrer les plans diaboliques d'Adam. Notez le sarcasme, puisque normalement de la part du premier homme envoyé au paradis on ne devrait pas parler de plans diaboliques, mais c'est ça que j'aime beaucoup dans ces univers à Vivzi, c'est que tout n'est pas blanc et n'est pas noir, chacun agit avec ses propres convictions et avec son propre passé, et on apprend à apprécier les personnages, que ce soit des personnages bons ou des personnages mauvais, on apprend quand même à les apprécier et à vouloir toujours un peu plus les regarder, puisque ceux-ci abordent des véritables traumatismes. On va parler de viol, on va parler d'harcèlement toxique, on va parler de choses extrêmement dures, tout en gardant un rythme et surtout une patte assez légère et beaucoup d'humour. C'est ce qui caractérise ces créations généralement. Donc voilà, c'était une petite découverte que j'ai fait. Moi, ça fait longtemps que je l'ai faite, mais du coup, j'ai enfin eu le plaisir de regarder cette série qui, pour être tout à fait franc, m'a laissé quand même un petit arrière-goût de non fini, puisque en fait ça se termine très vite, 8 épisodes, donc ça semble un peu rushé, même si j'ai vraiment adoré cette série. J'ai trouvé qu'il me manquait 2 ou 3 épisodes en réalité, mais je me rassure en me disant que je sais qu'il y a déjà une saison 2 qui est en préparation et qu'elle arrivera courant de fin d'année prochaine, donc je prends vraiment la patience et je sais que tout ce qui a été implanté dans cette saison va me permettre de bien l'apprécier l'année prochaine. Je vous invite donc à aller découvrir l'univers de Vivzi Pop sur sa chaîne YouTube tout simplement, et d'aller mater les épisodes de Aspin Hotel. Et voilà. Merci de ton conseil du coup, Mika, pas de rien. Du coup, je continue parce que j'ai perdu Marc. Quoi? J'ai regardé le Cara Design, en vrai. Ah merde. Ah, je suis mute. Je sais pas pourquoi je suis mute. Oui, t'es mute depuis. Désolé, j'arrête pas de vous parler. Ça sert à rien en fait. MP. Je me disais pourquoi est-ce que personne me répond, pas. mais c'est parce qu'en fait je suis mute. Réagit. Ok, très bien. Tu disais quoi? Je disais là en l'occurrence je disais merci beaucoup du coup Mika pour ton super conseil, ça a l'air vachement chouette ce que tu nous as présenté. Au final vous nous avez tous les deux présenté des trucs en lien avec Amazon du coup, Prime Video. Oui, alors et encore une fois on rappelle que on ne se coordonne jamais. On se coordonne jamais, tout à fait. Et ça tombe toujours très bien, moi, je trouve. Tout à fait. Et justement, moi, j'aimerais rebondir un peu sur ça. Si toutefois t'as fini, je ne sais pas si c'est. J'ai terminé. Si c'est le cas. Tout à fait. C'est que vu qu'on parle d'Amazon, l'Amazon s'est situé sur quel continent? Je le savais. Il est trop fort. Il est trop fort. J'étais sûr. J'allais te proposer un truc comme ça. L'Amazon se situe sur le continent de l'Amérique du Sud. Mais qu'y a-t-il au sud de l'Amérique du Sud? L'Afrique? Non, moi j'avais surtout une autre question à vous dire. C'est qu'est-ce qu'il y a en Amérique du Sud que vous pensez qu'il n'y a pas? Les pingouins. Ah, pas des pingouins. Des pingouins. Des manchots. Des manchots, pardon, exactement. Et oui, parce que les pingouins sont en hémisphère nord. Bien sûr qu'il y en a dans le sud de l'Argentine. Exactement. Parce que aujourd'hui, moi je vais vous parler du manchot de Magellan. Si toutefois ça vous convient. Parce que fini les gorfous, fini Youbi le putain de petit pingouin. Ah, là maintenant on va passer aux manchots qui vivent dans des latitudes qui sont un peu plus, on va dire, caliente, tu vois, si je puis dire. Donc le manchot de Magellan, c'est un manchot avec des yeux marrons qui fait une taille de 70 cm. Il a un poids de 4 à 4,9 kg. Il a un bec de 5 cm et des ailes de 19 cm. Mais ça, j'ai envie de vous dire, on s'en fout un petit peu finalement. Parce que le manchot de Magellan, c'est quoi? C'est le Spheniscus magellanicus de son nom latin. Et c'est en fait la plus nombreuse des 4 espèces du genre Sphenicus. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça parce que c'est du latin et c'est bizarre. C'est celle qu'on voit souvent dans les zoos. Exactement, c'est celle qu'on voit souvent dans les zoos. Ils ont le dos noir, le ventre blanc avec 2 bandes noires sur leur petit bidou, une tête noire entourée d'une bande blanche. Ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Certaines parties de la tête sont nues, sans plumes. Les pieds sont noirs avec quelques taches roses. À votre avis, son nom de Magellan, ça vient d'où? Alors, moi je pense que ça vient d'un détroit qu'on appelle le détroit de Magellan, qui se trouve exactement au sud de l'Amérique du Sud. Waouh. Eh bien, figure-toi que
Pas du tout. Pas du tout, mais un peu quand même. Parce qu'en fait, son nom ne vient pas du détroit, mais vient directement de la personne de Magellan lui-même, celui qui a trouvé le détroit de Magellan. Parce qu'en fait, l'explorateur de Magellan, c'est le premier Européen à se rendre dans l'extrémité sud du continent américain, et il répertorie cette espèce. En effet, en 1519, il les a vus, il les a décrits, il les a même décrits justement comme étant de drôles de canards sans ailes, mais quand même vachement pratiques parce qu'on peut les capturer en grande quantité, les saler et ensuite les bouffer pour pouvoir partir à l'aventure dans l'océan Pacifique. Et oui, c'est ça la première rencontre des Occidentaux avec les manchots de Magellan. Toutefois, on les rencontre un peu partout aujourd'hui, ces manchots sur les îles Malouines, en Argentine, côte sud, hors terre du feu, dont principalement Punta Tambo. On les retrouve aussi dans les îles des États, le Cap Horn, on les retrouve au Chili, on les retrouve dans les îles Juan Fernandez. Et bref, il y en a un petit peu partout. En plus, un manchot de Magellan, ça peut quand même vivre jusqu'à 30 ans, quand même. C'est pas rien du tout, je trouve. C'est beaucoup pour un oiseau. C'est pas mal, hein. C'est un bel oiseau. Il peut, en liberté, pas en cage. En cage, c'est un peu moins. Mais en liberté, il peut vivre jusqu'à 30 ans. Cette espèce migre au nord d'avril à août, après la fin de la mue, pour atteindre l'Argentine et même parfois le sud du Brésil. Certains auraient été vus au nord-est du Brésil, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les îles Atlantiques Sud. Comme tous les manchots, ce sont de bons nageurs. Ils peuvent atteindre 24 km/h lorsqu'ils poursuivent une proie et plonger jusqu'à 75 mètres de profondeur. Des individus porteurs de balises de localisation par satellite ont même permis de déterminer que cette espèce fait couramment une centaine de kilomètres à la nage pour se rendre de leur colonie de nidification jusqu'au site de nourrissage. Certains individus provenant des colonies d'Argentine ont même réalisé un voyage de 600 km pour trouver suffisamment de nourriture à rapporter au nid. Ça, c'est quand même beau, une telle adversité pour pouvoir nourrir son bébé quand même, je trouve. Vous le feriez, vous, de voyager 600 km pour votre enfant? J'ai pas d'enfant, je me pose pas cette question. Ah bah voilà. Et ben C'est réponse typiquement humaine, super. Voilà. Bravo les humains. Faudra cette question quand j'en aurai. Mettez en commentaire si vous êtes prêts à faire ça, si vous avez des enfants. Bon, bref. En commentaire si vous êtes prêts pour la fin du monde. Faudra bouffer du krill pour la fin du monde. Bien que morphologiquement adaptés aux faibles températures, ces manchots ont développé des stratégies pour lutter contre la chaleur. Durant l'été, ils vont perdre les plumes sur une bande située entre leur bec et leurs yeux, ce qui leur permet de dissiper la chaleur à ce niveau. Ah, si c'est oui. pas ceux qui, si jamais Ouais. si jamais c'est pas suffisant, ils font une sorte de haltage comme les chiens quand ils vont Eh ben, étendre les ailes au vent. c'est exactement ça, tu as tout à fait raison. Si ça s'avère insuffisant, voilà, ils peuvent halter comme des chiens et étendre leurs ailes au vent. Ils peuvent aussi se réfugier dans leur nid, placés à l'ombre d'un buisson ou encore mieux dans la fraîcheur d'un terrier. Donc bien joué Raph, putain tu t'y connais en manchot finalement. Il a anticipé, il a préparé tes chroniques en avance. Ouais c'est ça en fait, il a récupéré mon fichier et il le lit à chaque fois en avance tu sais. Oui. Quoi, comment ça oui? Je te dirai comment j'ai fait. Waouh, il est beaucoup trop Mais fort. c'est réel alors. Putain, waouh, merde. Ces manchots montrent une grande fidélité, non seulement envers leurs partenaires, mais aussi envers leur site de nidification. Presque tous les individus retournent nicher dans la colonie où ils sont nés, si c'est pas beau tout ça. Et bien souvent... C'est déjà le cas sur celui de... Celui que t'avais fait toi? Parce que t'avais vu... Le UP. Le... Et pardon. Non, on avait fait Non, le corfou. vous avez fait le gorfou de macaroni. Toi, t'as fait le gorfou macaroni, je crois. Oui, macaroni. Tout Ah à oui, fait, moi, ouais. j'avais Tout à fait, t'as fait le gorfou macaroni. C'est pas celui, Oui. c'est pas le manchot qui parfois utilise le même buisson Attends, pour mettre les œufs. pour mettre les œufs, je sais pas, c'est possible. Ils font tous un peu les mêmes trucs en vrai. Tous les individus retournent nicher dans la colonie où ils sont nés et ils réutilisent le même buisson, voire même le même terrier pour placer leurs œufs année après année. La Wildlife Conservation Society a ainsi suivi un couple dont les partenaires sont restés liés pendant 16 ans. Voilà. Certains humains ne le font pas, ça. Oui, c'est vrai ça. Alors, du coup, Raph, vu que tu vois dans l'avenir, de quoi je vais parler maintenant? Potentiellement, tu peux peut-être parler, je dirais, où se trouvent ces fameux manchots, parce qu'ils sont pas forcément uniquement que là, ils sont peut-être ailleurs, par exemple, je sais pas. Sur des îles qui s'appellent les îles Falkland. On dirait qu'il dit des trucs au pif comme ça. Et bah figure-toi que non, pas du tout, parce que je pense savoir où est-ce que t'es. Je pense que t'es sur manchot.com, Raph. Ah.
C'est ça ? Possible. C'est possible. Et ben moi je vais pas te parler de manchot.com, je vais te parler de l'histoire de Jinjin, le manchot du Brésil. Vous la connaissez peut-être ? Alors, non, mais du coup, je suis curieux. C'est quoi manchot.com? C'est mon putain, site, ça- c'est mon site de référence Ton sur site de sur tous les référence. manchots. Tout à fait. Oh putain, il est trop bien. C'est vraiment trop bien comme site. Vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez après, mais pendant mes recherches parce que j'utilise pas que manchot.com, sur le manchot de Magellan, je suis tombé sur une super vidéo faite par, putain, j'ai même plus la référence, je sais plus. En gros, c'est le rappeur Lorenzo qui parle de l'histoire de Jinjin, le manchot du Brésil. C'est l'histoire de Joa. Lorenzo, le rappeur. Ouais, tout à fait, ouais. Vous pourrez aller voir, vous tapez Jinjin, le manchot du Brésil, et vous allez tomber dessus. Bah attendez, on va le faire en direct, regardez, hop. Attends, il y a vraiment un rappeur qui a fait une ref à un manchot du Brésil. Genre à Jinjin. Manchot. À Jinjin, le rappeur du Brésil. Tu t'es mute, Marc. Voilà, Jinjin, le manchot du Brésil, tu peux j'ai- retrouver. Ce manchot est plus fidèle que Lorenzo, c'est Zapping Sauvage qui a fait ça. Voilà. Ouais. Et donc du coup c'est une vidéo de 5 petites minutes où c'est le rappeur Lorenzo qui explique des tas de trucs. C'est Lorenzo, Voilà. aujourd'hui Donc on là, se il retrouve dit pour salut. un petit zapping sauvage qui fait plaisir. Un petit reportage sur les pingouins du Brésil, gros. Incroyable. Voilà, alors il dit pingouin donc il se plante dès les 6 premières secondes, mais c'est pas très grave, on va dire que ça va avec le personnage. Donc je vais pas vous passer la vidéo, je vais vous la résumer un petit peu parce que c'est une histoire qui est assez mignonne vu qu'on parle de fidélité. C'est l'histoire de Joa, du coup un maçon à la retraite au Brésil, qui en 2011 va trouver un manchot dans un très sale état. Il va décider de le sauver. Il est resté avec lui 11 mois, le temps qu'il guérisse. Ils faisaient ensemble des balades, de la baignade, ils regardaient la télévision. En bref, c'était un peu comme son enfant ou alors une sorte de couple, quoi, d'une certaine manière presque. Un jour, Jinjin, il est parti se baigner comme il faisait tous les jours, mais cette fois-ci, il est jamais revenu. Du coup, tout le monde a dit à Joa, c'est mort, c'est fini, tu vas jamais le revoir, ça se trouve, il s'est fait bouffer et tout. Mais comble de la surprise, 4 mois plus tard, Jinjin fait son retour sur la même plage. Et depuis 2011, le manchot revient tous les ans sur la plage pour passer plusieurs mois avec Jao. En vacances, quoi. Le mec, il se fait une petite. Il se fait une villégiature, petite et étape hop, hop, hop. entre son site de nidification et son site de bouffe pour aller voir le gars qui lui a sauvé la vie. Et je trouve ça dingue. C'est trop beau. C'est une très très belle histoire. Voilà, vous pourrez l'écouter entièrement grâce à Zapping Sauvage. Putain, pourquoi avoir un chien ou un chat quand tu peux avoir un Mais manchot de Magellan ouf, un manchot de Magellan comme pote, franchement, qui rêverait pas de ça? Moi j'adorerais. Les manchots de Magellan, ils font leur nid dans les terriers, on l'a vu, ils pondent 2 œufs qui sont couvés pendant 40 jours, aussi bien par le mâle que par la femelle. Les poussins sont recouverts de duvet, ils sont nourris par les parents par régurgitation, jusqu'à ce que les plumes apparaissent aux environs de 80 jours. Les 2 parents prennent part égale à l'élevage des petits, et ils se relaient pour couver les œufs, puis nourrir les poussins. Ils vont chasser principalement les espèces pélagiques de poissons, sardines et anchois. Sur les malouines, ils se nourrissent également de céphalopodes et de crustacés. Les prédateurs naturels des manchots de Magellan sont les phoques, léopards, les orques et bien évidemment les humains. Car oui, aujourd'hui la population est estimée à 1 200 000 couples, ce qui fait qu'elle est considérée comme étant sur le point d'être menacée. Les raisons principales, c'est le grand classique, c'est la pollution avec le pétrole, le développement industriel, la pression de l'homme avec le ramassage des œufs, putain, la détérioration de l'habitat, la présence de nouveaux prédateurs, le ramassage du guano, le tourisme, la surpêche, les filets de pêche. La principale menace de cette espèce est en fait la pollution marine aux hydrocarbures, due aux dégazages illégaux qui tuent plus de 20 000 adultes et de 22 000 jeunes chaque année au large des côtes de l'Argentine et sur les sites de nidification des îles Malouines. Bien que la fréquence des dégazages a diminué récemment, la situation risque de redevenir préoccupante si l'extraction de pétrole offshore se développe au large de ce même archipel. La surpêche est une autre menace, comme je vous le disais, pour l'espèce, mais outre la surpêche des anchois qui privent les oiseaux de leur principale ressource alimentaire, de nombreux individus sont même carrément pris dans les filets et incapables de remonter pour respirer, ils meurent alors noyés. De façon plus confidentielle, à Punta Arenas, au Chili, certains pêcheurs chassent et tuent des manchots pour s'en servir comme appât. La prédation exercée par les espèces sauvages ou introduites s'ajoute à la collecte des œufs par les humains au niveau de centaines de colonies. La pression humaine liée au tourisme est aussi un problème pour ces individus nicheurs qui sont alors dérangés lors des soins aux poussins. Alors, si ça suffisait pas, des événements climatiques tels que El Niño peuvent aussi causer des morts massives chez les poussins. Ces événements qui
cet événement qui peut provoquer une diminution drastique des ressources alimentaires par déplacement des bancs de poissons a aussi une conséquence au niveau du régime des précipitations qui augmente dans les zones occupées par les colonies de côté océan Pacifique. Si plus de 6 cm de pluie tombe au cours d'une saison de reproduction, la plupart des poussins mourront soit d'hypothermie, soit à la suite de l'effondrement des terriers de nidification. Sympa l'ambiance. En gros, c'est la merde. Ouais. Et voilà, vous avez appris plein de trucs sur le manchot de Magellan. Et voilà, c'était super cool. On a vraiment bien rigolé. Merci Jinjin. Non, mais en vrai, c'était super intéressant. Et encore une fois, petit message de prévention pour dire que nous vivons et nous sommes une espèce complètement destructrice. Ah, tout à fait, là. On fout les pieds. Mais bravo pour ce petit message. Merci. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va rentrer dans un nouvel aspect des chroniques sur les manchots. On va parler de ceux qui vivent réellement avec nous. Et on va se rendre compte que c'est eux qui sont finalement les plus en danger parce que ils sont directement à notre contact. Hein, voilà. Donc, pour rappel, les Incas, déjà, à leur époque, utilisaient le guano des manchots qui étaient présents en Amérique du Sud. Donc, c'est quelque chose qu'on fait depuis très très longtemps. Et comme vous l'avez vu au début de la chronique, le premier réflexe de Magellan quand il en croise, c'est de les bouffer. Donc, voilà, on est vraiment sur une bonne ambiance. Mais surtout, ça répond pas à la vraie question que tout le monde se pose, c'est Raph, quel est ton secret ? Écoute, c'est un secret qui est simple. C'est quelques petits paragraphes qui se trouvent sur Wikipédia. Ah d'accord. Okay. Et qui sont donc récupérés sur que tout le monde se récupère mutuellement en fait. Voilà. Parce que j'étais en train de regarder sur sur Wikipédia, il y a les mêmes trucs que sur manchot.com. Le manchot de Magellan, et en fait sur dessus t'as effectivement, ça tu le couperas. T'as par exemple la locomotion. Mot pour mot, c'est ce qu'il y a sur pingouin.com là. Manchot.com. Et pareil pour la régulation. Non, mais c'est selon Lorenzo, c'est. Après, selon tu Lorenzo, vois, c'est c'est marqué, pingouin. Oui, t'as l'évolution de la. Ouais. Ils ont sur Magellanic Penguins Pheniscus Magellanicus. Et donc, du coup, un texte que tu ne peux pas lire, puisque malheureusement, la page ne fonctionne pas dans les notes et références de Wikipédia. Ah merde. Oui, mais de toute façon, je pense que tout le monde se repompe un peu mutuellement à chaque fois. Hein. C'est la magie d'Internet. De toute façon, mesdames et messieurs, si vous voulez en savoir plus sur les manchots de manière générale, moi je ne peux que vous conseiller de vous renseigner par vous-même. Je sais que c'est tentant et que vous avez peut-être envie d'aller voir des manchots dans leur contexte naturel en Amérique du Sud, en Afrique ou même en Antarctique, mais c'est ce qu'on appelle le tourisme de la dernière chance, et du coup ce genre de tourisme crée en réalité des vrais problèmes pour l'environnement de ces animaux et même pour le réchauffement climatique tout court. Donc c'est triste à dire, mais si vous voulez voir des manchots, allez juste habiter là-bas pour toujours, comme ça vous ferez qu'un seul déplacement, ou alors sinon restez chez vous. Et écoutez nos podcasts, du coup abonnez-vous, partagez, mettez un pouce bleu, et on vous dit à la semaine prochaine. Et oui, on ne sait pas de quoi on parlera, mais ce sera sûrement encore très intéressant. Dans tous les cas, messieurs, merci à vous d'avoir bien voulu participer à cet épisode. Je vous applaudis depuis chez moi. Merci à vous également, chers auditeurs, auditrices qui sont toujours présents autour de nous. On remercie notre auditrice, spectatrice qui est toujours présente sur le Discord. Ça fait toujours plaisir d'être écouté également aussi en direct. Bref, un mot de la fin peut-être, messieurs, avant qu'on se quitte. Merci. Mais de rien. Loutre. J'aime bien les loutres aussi. Les loutres, c'est sympa. Si vous aimez les loutres, dites-le. Voilà. Attention, parce que c'est mignon, mais c'est pas si sympa. Non, c'est pas si sympa que ça, paraît-il. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Allez, des bisous. Bonne soirée, bisous. Ah, mais il y a Stargate Origins aussi, c'est excellent. Et oui, il y a Stargate Origins. T'es en train de te spoiler là. Honnêtement, c'est pas ouf. Mais de ouf et tout, non, parce que du coup il m'a teasé Stargate et en fait. Tout à fait. C'est la galère. Mais alors, moi j'avais prévu d'écrire une chronique. Ouais. Et en fait, ça c'est très mal goupillé. En fait, hier soir, j'arrivais pas à dormir, j'ai pas fermé l'œil et j'ai une idée d'écriture de chronique. Ok. Et j'étais en mode, oh, j'ai une idée et tout, je peux peut-être le faire demain avant. Sauf qu'en fait, mon train a eu du retard, que j'ai oublié les bouquins à la librairie parce que j'ai reçu un appel qui m'a complètement fucked up le cerveau. Et du coup, j'ai tout oublié. Donc, je vais parler de parfaitement autre chose. Ok, ça marche. Voilà. Bah écoute, sera c'est pas pour, grave, pour je vais une autre fois. essayer de te carry.
Ouais, merci. Ouais. C'était- Ça vaudra le J'ai- coup le nombre de j'ai- fois Après, que si je tu me veux- suis fait carry en enregistrement. J'ai quand même, non mais j'ai quand même quelque chose. Ah. J'ai quand même quelque chose qui sera basé sur une recommandation Ok. et éventuellement un avis, mais c'est pas un coup critique ni juste, mais j'aurai une reco à vous faire et je pense ça pour le coup que j'en ai jamais parlé. Donc, Ok, ça marche. il faut juste que j'aille vite fait sur Wikipédia et je pense que je lirai Wikipédia comme tout le monde. Hop. Ça marche.